Les Panama Papers, c'est la plus importante fuite de documents sur l'évasion et l'évitement fiscal de l'histoire. Pas moins de 11,5 millions de documents qui couvrent une période allant de 1997 à 2015 ont été épluchés par 400 journalistes issus de 76 pays. Le vaste réseau dévoilé comprend plusieurs noms bien connus, dont 5 chefs d'État et de gouvernement en fonction. Le premier ministre islandais, qui en fait partie, a même démissionné. Alors, on va faire le point aujourd'hui à l'émission sur la lutte contre ce phénomène, mais avant, on écoute le journaliste de Radio-Canada, Frédéric Zalac, qui a participé à cette enquête au sein du Consortium international de journalistes d'investigation et qui a gentiment accepté de répondre à nos questions dans une entrevue préenregistrée. Alors, nous lui avons d'abord demandé comment le consortium a été impliqué dans cette vaste enquête. Donc, les Panama Papers, à l'origine de ça, c'est des journalistes allemands qui ont obtenu une fuite, mais ces journalistes-là avaient participé au grand projet de la ICIJ sur les paradis fiscaux, sur le Luxembourg, sur la banque HSBC et le premier Offshore Leaks en 2013 qu'on a fait. Donc, c'était naturel quand ils ont reçu cette fuite-là, qu'ils ont partagé ça avec tout le groupe de journalistes avec qui ils avaient déjà travaillé parce qu'ils se rendaient bien compte, eux aussi, comme Le Monde s'en était rendu compte avec la fuite d'HSBC, que c'était impossible pour un petit groupe de journalistes de faire ça, pour aller fouiller comme il faut dans tous les pays, vraiment de fouiller les pistes parce que c'est une quantité tellement grande de données. On a 11 millions et demi de fichiers ici. Même juste pour nous ici au Canada, il y aurait pour des mois encore pour continuer à fouiller là-dedans. Et donc, c'est la meilleure façon là, de pouvoir s'attaquer à un gros projet comme celui-là, c'est une collaboration internationale. Nous avons également demandé à Frédéric Zalac comment le consortium avait traité la délicate question de la gestion de la vie privée dans cette enquête. Alors, il y a certains qui disent, comme par exemple un des fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, d'où provient cette fuite-là, que c'est une attaque contre la vie privée. Et c'est sûr que comme journaliste, on prend ça en considération, mais en même temps, on est en train de dévoiler un univers qui normalement est secret. Et si jamais on se rendait au registre des entreprises du Québec, on serait capable de voir qui sont les gens sur le conseil d'administration, qui sont les actionnaires même de toutes les compagnies enregistrées au Québec. C'est pas possible de faire ça au Panama, c'est pas possible de faire ça dans bien des pays. Et les informations qu'on diffuse, et qui seront même diffusées qui seront publiées sur le site web de l'ICIJ, du consortium, dans un mois, ce serait des informations que vous pourriez trouver publiquement ici au Canada si c'était des sociétés qui étaient enregistrées ici. Donc, on lève le voile sur ce secret-là et aussi, on le fait de façon responsable, c'est-à-dire qu'il y a un processus journalistique qui est derrière ça, contrairement au genre de publication à la Wikileaks ou du matériel brut émis sur l'Internet. Les journalistes travaillent à partir du matériel qu'on a et ensuite on vérifie. On prend ça comme un point de départ, mais on essaie de trouver toute l'information pour essayer de voir le contexte. On contacte les gens avant aussi pour avoir leur point de vue, leur position. Et dans bien des cas, on a, en fait, jusqu'à maintenant, ici, on n'a pas vraiment donné de nom au Canada. On continue à fouiller là-dessus. Il y en aura éventuellement, mais on veut faire le travail de façon responsable. Et enfin, nous lui avons demandé quelques précisions sur les concepts d'évitement et d'évasion fiscale, deux concepts qui se ressemblent mais qui sont somme toute différents, et de nous donner quelques indications sur les révélations à venir. Alors, il y a toute la question de l'évitement fiscal ou de l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, évidemment, c'est quelque chose qui est illégal, c'est quand il y a une intention de frauder le système, de cacher des choses. L'évitement fiscal, c'est d'essayer d'utiliser les structures les plus avantageuses pour ne pas payer des impôts, mais souvent, ça va à la limite et ça peut être fait de façon agressive ou il y a des choses qui peuvent devenir questionnables si on regarde au niveau de la société, est-ce qu'on veut permettre ce genre de montage financier, ce que les grandes entreprises et multinationales font, par exemple, en utilisant le Luxembourg. Alors, il y a ces deux éléments-là, mais et dans l'esprit de la plupart des gens qui vont lire ou regarder des reportages là-dessus, ils vont mêler peut-être un peu ces choses-là. Mais les deux sont importantes. Ces deux éléments-là sont importants parce que ce sont des décisions qu'on doit prendre comme société, à savoir est-ce qu'on permet l'évitement fiscal, comment on le restreint si on veut réduire les capitaux qui partent vers l'étranger. Et dans le cas de l'évasion fiscale,
qu'est-ce que les gouvernements devraient faire pour vraiment serrer la vis là-dessus? Alors, il y a confusion peut-être, oui, dans l'esprit des gens, mais en même temps, c'est une question, que ce soit de l'évitement fiscal ou de l'évasion fiscale, qui est maintenant devenue incontournable pour les politiciens qui doivent adresser. Donc, on continue à poursuivre les recherches là-dedans. Les premières recherches qui ont été faites, c'était sur des passeports canadiens qu'on pouvait trouver là-dedans, mais il y a plein d'autres possibilités. Ça peut être des sociétés dont on n'a pas de personnes dont le passeport se trouve dans la base de données. Il s'agit de faire ces connexions-là. Ça demande énormément de travail de recherche. Les gens pensent que quand on reçoit une fuite, on a tous les noms, on a toutes les informations, on a toutes les preuves, et c'est pas ça du tout, du tout. On a des bribes. Il faut réussir à trouver les pistes là-dedans. Et on peut passer des heures, des jours, des fois, à essayer de trouver une piste puis à aboutir dans un cul-de-sac, ou trouver un nom qu'on pense qui est un nom important, puis se rendre compte que c'est pas la bonne personne. Alors, ça demande un travail de moine, une patience énorme et une persévérance aussi pour y arriver. Et avec l'importance que ça a pris, ces Panama Papers, vous pouvez être sûr que toutes les équipes journalistiques à travers le monde qui ont travaillé là-dessus continuent à fouiller pour essayer de trouver d'autres histoires. C'est sûr qu'il y en a plein. 11,5 millions de documents, là, on n'a pas fini. Alors, c'était Frédéric Zalac, journaliste à Radio-Canada, qu'on remercie chaudement pour ces éclaircissements. Et maintenant, on va discuter de la lutte et de l'état de la lutte contre l'évasion et l'évitement fiscal avec Jean-Pierre Vidal, qui est professeur au programme de maîtrise en fiscalité à HEC Montréal. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. De telles révélations, les Panama Papers, les plus importantes de l'histoire, on l'a dit, et il y en aura fort probablement d'autres, suscitent scandale, suscite une forme assez forte d'indignation. Et pourtant, la lutte contre l'évasion et l'évitement fiscal se renforce depuis plusieurs années, et surtout depuis la crise de 2008. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? En réalité, la lutte à la transparence ou contre le secret, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Hein. C'est une question d'évasion principalement, donc des gens qui cachent de l'argent, des fraudeurs. Et la grande difficulté, c'est de détecter les fraudes. C'est d'en venir à trouver qui a fait quoi. Et cette difficulté-là, pour être capable de la surmonter, il faut avoir de l'information. Depuis 1998, l'OCDE a mis en place, disons, ce qu'on appelle la lutte contre la fiscalité dommageable, contre la concurrence fiscale dommageable. Ensuite, ça a changé de nom. Il y a eu le rapport de 2000, 2001. Et ça a donné lieu aux accords d'échange de renseignements fiscaux qui commencent à être signés depuis 2009 au Canada à peu près. Donc là, maintenant, il y a une longue liste de pays qui ont signé des accords d'échange de renseignements fiscaux, dont le Panama. Lui a signé en 2013. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on signe un papier que tout d'un coup, demain matin, ça fonctionne. Oui. Et je pense que les journalistes ont un grand rôle dans toute cette affaire-là. Parce que cette espèce d'indignation populaire permet d'obtenir des informations que les autorités fiscales ne pourraient pas avoir autrement. Même si les pays partenaires signataires ont justement signé ces accords d'échange d'informations. Donc là, il y a deux choses qui sont en question. La première chose, c'est de mettre tout ça en place. Donc, c'est sûr que là, on a un contrat avec un paradis fiscal. Un petit pays qui, dans bien des cas, n'a pas d'administration fiscale. Donc là, il faut savoir à qui on va poser la question et qui va payer. Parce que ce petit pays-là, il n'a pas vraiment une grande fonction publique, là. Donc, il ne se mettra pas à dépenser des fortunes pour... Même s'il héberge des quantités phénoménales d'argent. Même s'il héberge des quantités phénoménales d'argent, parce que, par définition, ils n'ont pas d'impôts, souvent, ou des impôts très minces. Donc, leur marge de profit sur toutes ces affaires-là est mince. Ils n'ont pas des ressources considérables. Ils sont prospères. Il y a des paradis fiscaux où les gens sont plus riches qu'au Canada. Alors, et où les investissements au pied carré sont astronomiques. Mais en réalité, il faut savoir que c'est des conduits. L'argent ne s'arrête pas là. Donc, dans toutes ces histoires-là, un bandit qui cache de l'argent dans un paradis fiscal, par exemple, bien, l'argent va être pris à cet endroit-là et va être investi dans un pays développé. Parce qu'il n'y a rien à faire comme argent dans un paradis fiscal. Oui.
Alors, il faut que ça revienne dans un pays développé pour faire de l'argent. Et lorsque ça revient, bien, ce qui est la barrière, c'est la barrière du secret. Et qui reste toujours, ce qui reste le nerf de la guerre dans toute cette lutte. Qui reste le nerf de la guerre. Et l'OCDE, il y a quelques semaines, quand ils ont présenté au G20 un rapport, ils ont mentionné que le Panama avait une culture qui se prêtait mal aux accords qu'ils avaient signés. Et les mots exacts qui ont été employés par l'OCDE, c'est qu'ils faisaient marche arrière sur certains de ces engagements. Ah oui, même. Alors, une fuite comme celle-là a beaucoup d'avantages, mais ce ne sont pas des avantages légaux, ce sont des avantages politiques. Alors, ça va déclencher toute une série de mesures. Aujourd'hui, le fédéral va annoncer des mesures. Mercredi, les gens des pays développés vont se rencontrer. Ils vont ajouter des nouvelles mesures, mais d'une certaine façon, quand même qu'on écrirait 3 fois dans la loi que c'est interdit. Oui. C'est pas là qu'est le problème. C'est de forcer, enfin, c'est toute la question de forcer ces pays-là. Vous dites qu'ils n'ont pas les administrations nécessaires, les infrastructures pour finalement divulguer l'information de manière proactive. Mais justement, vous avez dit au devoir, il faudrait attendre encore 5 à 10 ans pour voir les différents pays mettre les infrastructures nécessaires si la volonté y est. Il y a 2 choses là-dedans. C'est d'une part, comment les faire payer, comment payer pour que ces infrastructures-là de partage d'informations soient installées. Et comment s'assurer que la volonté soit là? Absolument, absolument. C'est les 2 problèmes les plus importants. Il est certain que la culture de certains pays, comme par exemple, semble-t-il, le Panama, favorisera pas un développement rapide des échanges d'informations. Et pour ce qui concerne la question de mettre en place ces affaires-là, bien, là, actuellement, on a fait les premières étapes. Donc, depuis 1998, on a fait des progrès extraordinaires. Quand même, oui. Il faut continuer, il faut poursuivre, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que, disons, l'indignation populaire, c'est possible de la comprendre, mais il ne faut pas supposer que les gouvernements ne font rien. Les gouvernements agissent. Les gouvernements, on n'est pas gouverné par une fonction publique indifférente. À ce problème-là. Pas du tout. Même si des leaders politiques sont mis en cause et profitent, il ne faut pas mélanger les deux. Certains leaders et les gouvernements. Il ne faut pas mélanger les deux. D'une part, il y a la fonction publique, d'autre part, il y a le pôle politique. Et moi, j'ai déjà lu dans un livre qu'on accusait, par exemple, le Canada d'être complaisant vis-à-vis des paradis fiscaux. Et dans ce livre-là, on prétendait même que le Canada était complice pour avoir mis en place des paradis fiscaux. Mais dans ce livre-là, il faut bien comprendre qu'il est question d'individus qui ont déjà été ministres canadiens, puis qui, là, après, ils ont quitté, puis ils sont devenus consultants, puis là, ils ont été engagés par des paradis fiscaux. Mais tout le monde sait qu'un être humain est un être humain et que c'est pas parce qu'un être humain de nationalité canadienne a été consultant pour un paradis fiscal que la nation canadienne est coupable. Et toute l'administration publique également. Il nous reste à peine 1 minute, mais vous dites depuis le début les gouvernements, donc on comprend que c'est encore une affaire de gouvernement. Il n'y a pas d'instance supranationale capable de contraindre certains pays à divulguer de l'information et à lutter plus proactivement. On est toujours dans le domaine gouvernemental. Bon, alors, d'une part, pour donner une réponse en 2 volets rapides, premièrement, un gouvernement qui décide de mal agir par sa souveraineté, ce qu'on peut faire, là, c'est d'envoyer l'armée. Alors, moi, je n'ai jamais vu ça, qu'on envoie l'armée pour des questions fiscales. Alors, ça, c'est un premier élément. Mais deuxième élément, c'est pas parce qu'il y a la souveraineté qu'on ne peut pas influencer des gens qui ont une culture inappropriée dans un monde tel qu'on le veut pour demain. Donc, il y a des mesures qui peuvent être prises pour convaincre des gens récalcitrants, et ces mesures-là ont porté fruit, parce que si elles n'avaient pas porté fruit, on n'aurait pas d'accord d'échange de renseignements aujourd'hui. Bien. Jean-Pierre Vidal, merci beaucoup. On en parlerait encore longuement, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de nous avoir éclairés là-dessus. C'est un grand plaisir.